Bonjour tout le monde. Bienvenue au tout premier déjeuner causerie présenté par le réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal en collaboration avec la Faculté de l'aménagement. Je suis, comme vous le voyez peut-être, Raphaël Fischler, le doyen de cette belle Faculté de l'aménagement dont vous êtes diplômé. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin et de faire l'animation de ce déjeuner causerie. Le thème, vous le savez, c'est l'engagement social. Mais avant d'essayer de mieux comprendre ce qu'est l'engagement social, les formes qu'il peut prendre, les contributions qu'il peut faire à nos vies, j'aimerais donner la parole à Lindsay Dora Germain, qui est conseillère en relation avec les diplômés. Elle veut nous dire un mot. Lindsay, c'est à vous. Merci, Monsieur Fischler. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à notre invitation et d'avoir saisi cette belle opportunité de reprendre contact ou de garder contact avec votre alma mater, de retrouver vos consoeurs et confrères de la Faculté de l'aménagement. Merci, Monsieur Fischler. Comme il l'a mentionné, je suis votre conseillère aux relations avec les diplômés. Mon rôle est d'être une courroie de transmission entre vous et toute la communauté de l'Université de Montréal, un levier afin de consolider et faire rayonner vos projets. Mais aussi une voix pour vous faire entendre et répondre à vos besoins. Je sais que les diplômés de la faculté s'illustrent de bien des manières et nous sommes heureux de partager vos bons coups, petits ou grands, avec toute la communauté universitaire. Nous travaillons par ailleurs à la mise sur pied d'un bulletin exclusif pour les diplômés de la faculté de l'aménagement et nous avons bien hâte de vous y découvrir et de vous y lire. Le réseau des diplômés des donateurs de l'Université de Montréal offre également depuis peu un programme de mentorat pour les diplômés de la Faculté de l'aménagement. Vous en avez fait la requête et on vous a écouté. Donc, si vous êtes un diplômé de moins de 5 ans, vous êtes invité à vous inscrire en tant que mentoré. Vous pouvez aller sur le site donc, du réseau des diplômés des donateurs pour avoir des détails. J'invite donc tous les diplômés et les diplômés à communiquer avec moi sans réserve. Je suis à l'écoute et merci encore de vous joindre à vous ce matin. Merci, M. Fischler, c'est à vous. Merci Lindsay, merci beaucoup et merci beaucoup au réseau des diplômés et des donateurs d'avoir pris cette très belle initiative et je suis sûr qu'on va la répéter. Alors, l'événement d'aujourd'hui me tient à cœur parce que l'engagement social, en fait, c'est un peu une tradition familiale, je dois dire. Mon père, mon frère, ma sœur sont très engagés socialement. C'est aussi une tradition, je dirais, des disciplines de l'aménagement où nous concevons que nous travaillons pour le public, que nous avons à cœur le bien-être des usagers, des gens, des citoyens. Alors, je pourrais vous parler moi-même d'engagement social, mais ce n'est pas du tout le but de cette journée. Ce que nous avons fait, nous avons invité 3 personnes, 3 diplômés de la faculté pour nous parler de leur engagement social. Je vous les présenterai dans un instant, mais avant de le faire, je voudrais vous dire quelques mots sur le déroulement de ce déjeuner causerie. Il y aura une première partie d'interaction entre les 3 invités et moi. Je leur poserai certaines questions pour démarrer la conversation. Et ensuite, dans une seconde phase, on passera à un débat avec vous, avec une discussion avec vous. Vous pourrez poser vos propres questions. Alors, pour poser une question, c'est important, je vous demande d'utiliser la fonction question-réponse qui est au bas de votre écran et non pas la section clavardage ou chat. C'est vraiment la section questions-réponses qu'il faut utiliser pour poser une question. Vous l'écrirez et c'est Lindsay qui la lira à haute voix pour nous, qui sera votre porte-parole.
Par contre, la fonction chat ou clavardage est ouverte, bien sûr, et vous pouvez l'utiliser pour donner vos commentaires en cours de route. Alors voilà, je vous présente enfin nos 3 diplômés par ordre inverse, alphabétique inverse, pardon. D'abord, Jean Pellan. Jean Pellan est un diplômé en architecture de 1995. Vous voyez un peu sa biographie ici. Il est architecte, donc il est cofondateur et associé principal de Sidley Architecture, une agence qu'il a fondée avec d'autres personnes en 2009. Sidley, comme agence multidisciplinaire en communication, publicité, design, etc., et Sidley Architecture en particulier, sont très connus pour leur créativité, leur multidisciplinarité, mais vous verrez que Jean Pellan est aussi un homme d'engagement social. La deuxième personne, c'est Alice Miquet, qui est une diplômée d'urbanisme en 2015. Elle est chargée de projet chez Bâtir son quartier. Je vous lis une petite présentation de Bâtir son quartier qui est tirée du site web de l'organisation. C'est une entreprise d'économie sociale qui coordonne la réalisation de projets d'habitation et d'immobilier communautaire afin de créer des milieux de vie solidaires pour les ménages à faible et moyen revenu. C'est donc un groupe de ressources techniques, comme on dit, qui aide les groupes communautaires à créer leurs propres habitations. Et en parallèle de cette activité, Alice Miquet, elle est aussi présidente du Conseil jeunesse de Montréal, donc vous verrez son engagement à ce niveau-là. Notre troisième invité, c'est Nicolas Lavoie, qui lui aussi est un diplômé de ce qui était peut-être à ce moment-là encore l'Institut d'urbanisme, qui est maintenant l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage. Il est conseiller emménagement, donc urbaniste à l'arrondissement Côte des Neiges Notre-Dame de Grâce, depuis déjà une vingtaine d'années. Et il a été très actif dans certains projets que vous connaissez sans doute, le Triangle, et puis un projet qui est en cours de planification maintenant, c'est le grand projet Namur Hippodrome de Montréal, un nouveau quartier qui sera sûrement très intéressant. Et il mène en parallèle des études de doctorat en aménagement à la faculté, et il nous parlera lui aussi de ces différentes formes d'engagement social. Alors, merci à vous trois, à Jean, à Alice et à Nicolas d'être parmi nous ce matin et de partager vos expériences. Alors, j'aimerais, pour démarrer cette conversation, vous poser une question très simple, c'est vous demander tour à tour de nous décrire un peu la forme ou les différentes formes que l'engagement social prend chez vous. Quelles sont les activités, les types d'activités que vous avez menées qui font que vous êtes engagé socialement dans votre carrière? Alors, je vais peut-être inverser l'ordre de présentation. Je vais demander à Nicolas, ensuite à Alice et finalement à Jean de bien vouloir nous parler brièvement, si possible, de la forme que l'engagement social prend chez eux. Nicolas. Merci, M. Fischler. Ça fait très plaisir d'être avec vous ce matin pour parler un peu de cet engagement social-là qui, dans mon cas, prend essentiellement une forme peut-être inhabituelle, qui est plutôt liée à mon travail professionnel. Donc, je suis, M. Fischler le disait tout à l'heure, urbaniste à la Ville de Montréal. Et je pense que on peut penser que nécessairement, parce qu'on travaille pour une grande organisation comme la Ville de Montréal, c'est sûr que je suis extrêmement privilégié, que cet engagement social-là vient avec la fonction. Or, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Il y a différents niveaux d'engagement que peuvent prendre ce travail-là qu'on fait dans une grande organisation comme celle-là. Et dans mon cas, je pense qu'elle prend, si on veut, 3 formes ou 3 positions. C'est peut-être un engagement, disons, militant. Je l'ai appelé militant pour un peu vous accrocher sur quelque chose. Il y a quelque chose dans notre travail qui est de prendre connaissance et avec certains besoins qui sont issus qui sont mentionnés par la communauté, il faut les faire cheminer à l'intérieur d'une grande organisation municipale. Et ce n'est pas toujours facile, ça représente des grands défis. Il y a aussi une certaine modestie, je pense, qui vient avec la fonction, c'est-à-dire que oui, nous sommes des urbanistes ou des aménagistes, des architectes, mais il faut quand même être conscient que malgré tout notre savoir, il y a également des connaissances qui viennent
de la communauté, des citoyens, et qu'il faut donc apprendre à jongler avec cette double réalité-là, ce savoir citoyen et ce savoir professionnel. Et la troisième forme, je pense, de l'engagement, puis j'aurai l'occasion peut-être de revenir sur chacune d'elles, si vous me permettez, M. Schiller, c'est une position, dans le fond, innovante. Il faut, je pense, à l'intérieur d'une grande organisation, pousser le plus possible pour qu'il y ait des changements concrets qui se fassent et que même, je dirais, la connaissance ou la connaissance fine du tissu social s'améliore de fois en fois. Et on a un rôle, je pense, de le faire. Et encore là, je pense que j'aurai l'occasion de revenir pour vous donner des exemples bien précis sur comment cette forme d'innovation comment ça prend forme avec c'est ça, des choses très concrètes. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Alice, s'il vous plaît. Alice, on ne vous entend pas. On va passer à Jean Pelland en attendant, puisque on semble avoir un petit problème technique. Jean. Bonjour, M. Fischler. Merci de l'invitation de ce matin. Pardon. Dans mon cas, je pense que la profession d'architecte, vous l'avez un peu mentionné au tout début, c'est par définition, en fait, on travaille dans le domaine civique. Donc, on crée, en fait, des environnements pour les gens. Et je pense que, disons, comme jeune professionnel, quand on démarre notre carrière, il y a une question de bâtir, finalement, son équité professionnelle et essayer de démarrer dans la vie. Et personnellement, je pense que j'ai passé, disons, plusieurs années là, à bâtir une entreprise, à le faire avec, j'ai l'impression, une certaine bienveillance aussi par rapport aux gens qui venaient travailler chez nous. Donc, il y a cette idée-là aussi de l'engagement dans un cercle peut-être plus rapproché. On essaie de créer des environnements de travail, un milieu de vie pour les gens qui soient respectueux, bienveillants. Puis ensuite, progressivement, j'ai l'impression, quand on a réussi à établir une partie de notre carrière, je pense que la réflexion naturelle vient, qu'est-ce que je peux faire de plus pour contribuer et comment je peux, à travers mon travail, donner davantage, en fait. Essayer je dirais, d'avoir une participation plus active. Alors, est-ce que c'est de l'engagement social ou plutôt de l'engagement civique? Mais pour moi, ça vient beaucoup dans l'idée de la participation active. Je pense qu'on a la chance de faire une profession qui est extrêmement intéressante, mais qui nous force à réfléchir aux gens pour lesquels on fait cette profession-là. Et c'est cette réflexion-là, je pense, qui vient peut-être teinter mon engagement, qui prend toutes sortes de formes. En fait, c'est un engagement souvent lié au projet, lié à des rencontres, lié à des opportunités, mais qui est souvent, en fait, je dirais, teinté du fait de ces gens-là qu'on arrive à côtoyer à travers notre travail et qui peuvent nous inspirer à faire mieux. Alors, c'est beaucoup par ce vecteur-là, en fait, que je pense que l'engagement social soit fait. Et puis, ce que j'ai l'impression, c'est que quand on démarre une carrière, on n'en est peut-être pas toujours conscient. Il y a certaines personnes qui ont une propension peut-être plus grande déjà à s'engager, à avoir une forme de militantisme. Mais il est certain, en fait, que comme professionnel du milieu bâti, il vient un moment, il faut se poser cette question-là. Il faut se dire qu'on doit s'engager puis pas rester dans la marge ou en parallèle, en fait, des enjeux sociaux et trouver sa voie, trouver la façon par laquelle on peut réussir à contribuer. Donc, je pense que ça prend toutes sortes de formes, mais fondamentalement, ça vient beaucoup d'une question très personnelle. L'engagement vient de cette question personnelle qu'on se pose à un certain moment de notre vie, je pense. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va essayer de rejoindre Alice, dont le micro est éteint pour l'instant. Voilà. Est-ce que c'est bon maintenant? Excellent, merci. On vous voit et on vous entend. Très bien. Super, bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment le fun d'avoir l'occasion de revenir. Là, je me sens comme à l'université là, en voyant le hall en arrière de vous, M. Fischler. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, les disciplines de l'aménagement foncièrement, c'est des disciplines où je pense qu'en partant, on a déjà une certaine sensibilité. C'est des disciplines où il faut se mettre à la place des autres, là, autant en urbanisme, en architecture, en design.
on se met à la place de toutes les usagers, usagères de la ville, là, par exemple, pour ce qui est de l'urbanisme. Donc, pour moi, l'engagement social, effectivement, c'est dans le choix de carrière. Là où je travaille en ce moment, je me sens particulièrement engagée. Je construis du logement pour des personnes qui en ont besoin. Mon projet chouchou en ce moment, c'est un projet pour femmes autochtones, par exemple. Je travaille sur des CPE aussi, donc c'est sûr que c'est très valorisant dans mon travail. Puis l'engagement, c'est aussi l'implication, puis tout ce qui fait que ça m'a menée en fait vers ce travail. Puis je pense qu'on va y revenir tantôt. Mais évidemment, ça a commencé à l'université où j'ai été impliquée au REMU, le regroupement des étudiants à la maîtrise en urbanisme. C'est le fun parce que c'est le seul endroit où je peux dire REMU, puis on comprend à quoi je fais référence. Puis quand j'ai transitionné en dehors de l'école, je me suis ancrée dans mon quartier, dans le Myland. Je me suis impliquée dans une société d'histoire locale, Mémoire du Myland, qui est vraiment une petite gang là, de passionnés d'histoire. Puis en fait, ce que j'ai découvert, c'est que en ayant une implication qui est peut-être pas forcément directement reliée à la carrière, là, on parle d'une société d'histoire locale, en fait, ça m'a vraiment ouvert les yeux puis les portes de l'engagement puis de l'implication. Donc, à Mémoire du Myland, ce qu'on fait, c'est des conférences en hiver, des visites guidées en été, puis on donne des outils, des clés de compréhension du quartier à toutes les personnes que ça intéresse. Mais plus que ça, là, c'est vraiment un OBNL qui est impliqué dans le quartier. On a organisé une grande consultation citoyenne sur les abords de la voie ferrée. On a piétonnisé pendant une semaine le viaduc Van Horn. On participe à la concertation dans le quartier. Donc, moi, ça m'a vraiment, cette implication-là en particulier, ça m'a vraiment ouvert la porte, puis le goût, l'envie, la piqûre de l'implication parce qu'on rencontre toutes sortes de personnes. On voit les effets. Puis après ça, j'ai continué au Conseil jeunesse de Montréal, qui est une instance consultative à la ville de Montréal. Donc, un groupe de 15 jeunes de 16 à 30 qui sont bénévoles et qui formulent des recommandations sur toutes sortes de sujets qui touchent les compétences municipales aux élus, à la mairesse et donc à l'administration sur toutes sortes de sujets. Donc, il y en a qui touchent directement l'urbanisme, comme on a fait un avis sur la mobilité, un avis sur les espaces vacants. Puis d'autres sujets qui peuvent sembler connexes, mais qui, pour moi, c'est de l'urbanisme, comme par exemple les sujets tels que l'itinérance, le logement, l'économie circulaire. Donc, ça, c'est aussi une manière là, de s'engager puis de s'impliquer via des compétences, au final, que j'ai apprises à l'Université de Montréal. Ah, ben, merci beaucoup. Écoutez, moi, je trouve que c'est fascinant. Moi, ce que j'entends, si je peux un petit peu résumer, c'est qu'en fait, il y a deux formes principales d'engagement social. Il y en a un qui est au sein même de la profession, parce qu'on entend ça de nos trois panélistes, c'est que en tant qu'architecte, en tant qu'urbaniste, en tant que concepteur, en tant que professionnel, ils font preuve d'engagement social par la nature de leur travail. Et ça, je trouve que c'est en effet un très grand privilège de nos disciplines. Et puis, on peut faire des choses au-delà, en dehors de ça aussi, en tant que citoyen, citoyenne, en tant qu'habitant du Myland, par exemple, ou s'engager dans un conseil, être volontaire quelque part. Moi, je veux revenir un petit peu sur une notion que Nicolas a soulevée, c'est la notion d'écoute. Parce que quand on parle d'engagement social, très souvent, on a l'impression qu'on va aller parler quelque part. Et en fait, ce que j'entends aussi chez vous, c'est que s'engager socialement, c'est aussi être à l'écoute des autres. Est-ce que Nicolas voulait revenir là-dessus peut-être? Et puis Jean, parce que Jean parlait de bienveillance envers les gens avec lesquels il travaille, je pense que ça aussi, c'est cette notion d'écoute qui me paraît peut-être un peu contradictoire avec l'engagement social a priori, mais qui en fait est tout à fait naturellement lié. Nicolas. Oui, et je pense que c'est peut-être pas nécessairement évident de penser que comme urbaniste ou comme designer ou comme architecte, on est si à l'écoute que ça des besoins. Je pense que c'est peut-être un élément qui vient, il y a quand même le milieu académique qui nous apprend des techniques, des aptitudes, mais c'est rien comme la vraie vie sur le marché du travail qui nous fait prendre conscience à quel point nous sommes finalement, oui, tout à fait à l'écoute. Moi, je dis souvent à la blague que nous sommes des psychologues urbains parce qu'on est là beaucoup pour parler des besoins des gens et qui prennent
toutes sortes de voix, des gens qui sont pour, contre certaines choses, des décisions qui sont prises. Je me rappelle, j'ai eu un argument avec quelqu'un qui désespérait de voir un projet qui se bâtir à côté de chez lui. C'était épouvantable parce qu'il ne pouvait plus se garer sa voiture devant chez lui. Alors, évidemment, quand pour certains, un cas comme celui-là, ça vient te chercher dans tes valeurs et tout ça, de plutôt de mobilité et tout ça, partagé, de transport collectif. Alors, on travaille un peu aussi à faire passer des messages un peu par ce genre d'engagement-là. Mais oui, je pense que nous sommes vraiment à l'écoute et ce que j'aime bien aussi, en fait, ce que j'ajoute, c'est que ce n'est pas une écoute non plus qui est écoutée comme chez le psychologue, mais qui est une écoute active ou en fait qui nous amène à interagir par après. Donc, à écouter le message qui est porté par les citoyennes et citoyens et de voir comment ça peut être transposé dans des gestes concrets. Et je pense que c'est peut-être le petit côté particulier qui nous inspire. Je pense que, et M. Pellin et Mme Miquette, vous êtes beaucoup sur ces dimensions-là également. Comment un besoin très précis, une contrainte, un problème, une situation inconfortable doit être transféré dans des gestes concrets, dans des interventions, que ce soit dans le bâtiment ou dans l'aménagement du domaine public. Et c'est ça notre rôle. Et c'est là où nous jouons un travail intéressant, un travail créatif aussi, là, qui n'est peut-être pas évident non plus à marquer, mais je pense que cette dimension-là aussi d'écoute active, si je peux me permettre, en guillemets. Oui, merci. Merci. Jean? Moi, j'ajouterais que c'est fondamental. Moi, je ne les vois pas comme des oppositions parce que j'ai l'impression qu'un engagement peut être, on le fait un peu comme on le sent. Des gens qui, disons, peuvent aborder leur engagement plutôt par une réponse à un besoin. Ça demande fondamentalement d'avoir beaucoup d'écoute. Alors, si, comme professionnel, on se pose plutôt comme un exécutant en fait de ses idées, de sa créativité, j'ai l'impression que déjà là, on entre dans une discussion qui est beaucoup moins intéressante, en fait, qui aura moins de chances d'avoir des résultats qui sont porteurs. Alors, la notion d'écoute, pour moi, est absolument fondamentale. Et puis, je pense que dans notre engagement, tout ce qu'on a réussi à faire, j'en ferai pas la liste, là, mais il y a plusieurs projets sur lesquels on a travaillé. On pense avoir contribué socialement, principalement parce qu'on était à l'écoute, parce qu'on a réussi à dépasser, je pense, le stade de la profession, même comme architecte, comme le maître à penser, en fait, qui exécute ses intentions. Et on a plutôt migré vers l'idée d'être capable, en fait, de capter l'essence des besoins du moment par rapport à des projets ou par rapport à des besoins que je dirais qui dépassent en fait le projet. Alors c'est selon moi un point de départ qui est extrêmement intéressant. Puis je pense que même professionnellement, parce qu'on est quand même à la faculté, c'est une question qu'on a à se poser très tôt. Je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure. C'est est-ce que je vais être un contributeur de l'environnement bâti, de l'environnement civique, ou je vais plutôt prendre le parti d'imposer mes visées. Alors, je pense il y a une espèce d'effet de levier là, qui est assez intéressant. Et évidemment, nous, on a choisi vous parliez de notre créativité au tout début. On a choisi que notre créativité devait être au service des gens, bien plus que quelque chose qui était, on dirait en anglais, self-fulfilling. C'est pour nous un outil comme d'autres aspects de notre vie pour contribuer. Alors, c'est nécessaire et fondamental, je pense, de le voir à travers une écoute active. Vous soulevez la question de la motivation et je vais revenir là-dessus plus tard, mais on va demander à Alice d'abord de parler en effet de l'écoute qu'elle a mentionné déjà, si elle veut rajouter quelque chose là-dessus. Oui, en fait, je vous entendais parler, puis ce que j'entendais aussi de vous deux, là, Nicolas puis Jean, c'est plus qu'une posture d'écoute. J'ai l'impression qu'on est par nos professions, un vecteur ou des facilitateurs, facilitatrices entre, d'un côté, les besoins, mettons, d'une population ou du client ou de la ville, le quartier, etc., et de l'autre, l'environnement ou le contexte, par exemple, administratif ou politique, pour faire en sorte que ce qu'on entend d'un côté
puisse passer de l'autre côté et être implémenté, être construit. Puis ça, je le vois autant dans mon emploi, donc en construisant des projets de logement ou des projets d'immobilier communautaire. Donc, vraiment être à l'écoute des besoins, des grands besoins de logement, en fait, d'une grande partie de la population et faire rentrer ça dans les petites cases du programme de financement, les impératifs urbains, etc. Et d'autre part, par exemple, dans mon engagement au Conseil jeunesse de Montréal, où la manière dont on fonctionne, c'est qu'on sélectionne des sujets et on va embaucher une personne pour faire la recherche. Puis c'est vraiment une recherche qui est exhaustive. On parle d'un bon 4 mois de recherche à temps plein. Et on va vraiment aller sonder sur le terrain les enjeux, donc en termes de, par exemple, logement, itinérance, etc., pour pouvoir tirer des conclusions de ça et formuler des recommandations aux élus de la Ville de Montréal pour qu'on espère les choses soient changées. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on ait ce rôle de facilitateur. Ah ben, très bien, merci. J'aimerais donc, comme je disais, revenir sur une notion qui a été évoquée aussi, c'est la notion de motivation. C'est en fait pourquoi vous faites ça, pourquoi vous avez choisi. Et je pense que vous avez déjà répondu en grande partie à la question. Certains d'entre vous, vous avez choisi et comme les gens qui sont avec nous, nos diplômés, ils ont choisi des domaines d'activité professionnelle où on peut s'engager socialement, on peut contribuer au bien-être des gens, des usagers, que ce soit par des objets, par des environnements, par des actions, des processus. Mais je vous donne l'occasion de revenir peut-être sur des motivations peut-être un peu plus personnelles. Est-ce qu'il y a une question dans l'engagement social? Est-ce qu'il y a une question d'ego aussi ou une question de valeur euh, qui veut intervenir là-dessus? Mais moi, peut-être que je pourrais intervenir puis faire le pont un peu avec ce qu'il vient de dire, puis faire le lien sur la question des motivations en donnant un exemple très concret, parce que des fois, il n'y a rien de mieux qu'un exemple pour concrétiser quelque chose ou pour bien expliquer, le faire comprendre. Moi, j'ai travaillé dans un projet là, qui s'appelle le Triangle, donc un ancien secteur industriel qui était situé à côté d'une station de métro, donc très propice à du développement et de la densification. Mais il y avait un des problèmes qui avait été identifié très tôt par la population. Et là, c'est vraiment des individus, des gens qui viennent nous dire, écoutez, à telle intersection, je ne me sens pas en sécurité pour traverser la rue. Aussi bête que ça. Et ça apparaît comme étant bénin et dit, oh oui, bon, OK, on va régler la situation très simplement, on va mettre des feux de circulation. Et non, c'est plus compliqué que ça. Et c'est le sentiment de sécurité d'une personne, comment intervenir sur cet élément-là. Bien, ça se traduit dans des gestes concrets, dans du travail sur le terrain et dans un aménagement bien précis. C'est ça que, en fait, moi et des gens autour de moi, on a porté. Et il n'y a rien de plus. Donc, on l'a porté, on est allé chercher le financement et tout ça. On a rétréci la dite rue et l'intersection, on a fermé des bretelles de rue. Je parlais tantôt de position militante, c'est-à-dire qu'il faut quand même à l'intérieur de la ville convaincre les gens de restreindre, dans le fond, la mobilité. On sait que tout ce qui est, quand on touche aux besoins des automobilistes, ce n'est pas facile. Mais parce que c'était une valeur qui était quand même assez importante, qui est la sécurité des gens dans un quartier pour faire en sorte qu'ils se sentent plus, d'accroître leur sentiment d'appartenance. Et comment ça se traduit sur le terrain? Ça se traduit dans un aménagement physique avec des rues retracées, une intersection qui est mieux cadrée, des matériaux, un choix de matériaux aussi, parce qu'on est quand même dans le design, le choix des matériaux pour ralentir les véhicules, pour faire en sorte que ça soit mieux marqué l'intersection. Et il n'y a rien de plus satisfaisant, et j'y étais la semaine dernière, que de voir une personne, je ne veux pas dire une personne âgée, mais peut-être une dame de 60 ans, traverser la rue en tirant cette espèce de petit trolley là, qui, pour les courses, qui s'en allait à l'épicerie, traverser cette intersection-là avec un sentiment de sécurité. Et même chose avec, je l'ai vu à plusieurs reprises, les femmes avec les poussettes. Il y a quand même une satisfaction extrêmement puissante qui vient de voir que une petite idée en apparence bénigne, qui était de dire je traverse une intersection avec plus de sécurité, se traduit dans quelque chose, un geste du quotidien qui apparaît finalement banal. Ça devient banal. Et je pense que cette banalité-là, pourtant, elle est quelque chose de très satisfaisant. Merci. Merci, Jean. Vous voulez rajouter quelque chose sur les motivations?
Je pense que vous faisiez allusion, en fait, quand on choisit cette profession-là, il faut évidemment avoir une certaine part si la profession nous motive, évidemment, on est motivé par les lieux qu'on crée pour les gens. Moi, personnellement, il y a aussi un volet assez qui est lié, en fait, à mon expérience de vie par rapport à la maladie mentale ou l'itinérance dans ma famille, même immédiate. Et puis, il y a des événements dans notre vie qui nous marquent, qui vont faire en sorte que je pense que c'est une espèce c'est un aspect qui va nous alimenter tout au long de notre carrière, qui va nous faire réfléchir à chaque fois à ce qu'on laisse, ce qu'on crée, ce qu'on laisse. Et c'est pas que des motivations personnelles, mais je pense qu'on a beaucoup on n'a qu'à regarder autour de soi, ouvrir les yeux, en fait, être des gens qui je pense que c'est difficile si on circule à travers la ville, si on s'intéresse à la ville, aux gens. C'est très difficile de ne pas vouloir s'investir, de rester en marge, de dire que c'est le problème des autres. Alors, c'est personnel. C'est professionnel et personnel aussi, je pense. C'est personnel à la fois. Enfin, je le mentionnais aussi moi-même, qu'en effet, moi, j'ai grandi dans un milieu familial où l'engagement social était très important et je pense que j'aurais vécu ça comme une trahison de ne pas en faire de même. C'est peut-être, ça arrive peut-être chez d'autres personnes. Ouais. Je pense que je suis un peu dans le même code postal. C'est une question, je pense, de pouvoir se dire que si on s'investit, on va pouvoir faire mieux, puis on pourra apporter notre pierre à l'édifice. Merci. Alice? Votre micro, Alice, pardon. On ne vous entend pas. Il est allumé, on dirait. Et maintenant? Oui, voilà, ça va. OK, c'est bon. Je pense qu'il y a une combinaison là, que j'ai trouvée. Ouais. Oui, donc, ce que je disais dans le vide tantôt, c'est que pour moi, au tout début, là, c'était, je pense que c'était un peu, je dirais pas par hasard, mais c'était pour essayer, là, pour être avec du monde, pour avoir un impact dans ma petite communauté étudiante. Puis, quand on s'implique, bon, déjà, il faut le dire, là, on a beaucoup de plaisir. Puis, je pense que ça, c'est quelque chose qui motive les gens à continuer à s'impliquer ou à s'impliquer de plus en plus parce qu'on réalise qu'en général, les gens qui s'impliquent, c'est vraiment des belles personnes, c'est du monde motivé. Donc, c'est comme un cercle vertueux et on voit qu'on a un petit impact sur sa communauté. Donc, quand j'étais au Rému, par exemple, c'était organiser des événements là, qui allaient répondre à des besoins spécifiques des étudiants et des étudiantes. C'est aller chercher du financement pour envoyer une délégation à une conférence. C'est ce genre de choses. Puis, après ça, ça se traduit dans le milieu professionnel. Puis, exactement comme Jean et Nicolas l'ont mentionné, surtout dans nos domaines, le fun, c'est que c'est concret. Donc, on va voir les impacts de notre engagement. Là, je parlais d'un projet, par exemple, de logement pour femmes autochtones. Donc, ça fait plus qu'un an et demi que je travaille dessus. C'est toujours pas commencé la construction, mais je sais que dans un an et demi, quand ça va être fini, je vais me promener dans ce quartier-là, puis je vais dire, j'ai travaillé là-dessus, j'ai contribué à ce projet. Puis, c'est pas seulement un leg pour les personnes qui vont avoir la chance d'avoir des logements ici, puis d'améliorer leur vie, mais c'est aussi un leg à la Ville de Montréal, au quartier, de revitaliser un quartier en utilisant un espace qui était peut-être délaissé. Donc, je pense que c'est ça, c'est de voir l'impact concret puis d'avoir cette fierté de dire j'ai contribué à ça. Ouais. Je note aussi ce que vous ajoutez, Alice, qu'en fait, l'engagement social, ça nous fait rencontrer du monde intéressant. Hein. Ça nous apporte des amis, en fait, aussi. Ça étend nos réseaux sociaux, professionnellement, mais aussi socialement ou personnellement. Je pense que ça, c'est une très belle chose aussi. Moi, on n'a pas. Donc, ça, c'est le côté des avantages. Hein, je fais une liaison, donc des avantages de l'engagement social, mais on peut se demander si l'engagement social n'a pas peut-être aussi des désavantages ou ne nous impose pas des choses difficiles à gérer. Est-ce que votre engagement social, d'une forme ou d'une autre, vous aurait peut-être causé du trouble, vous aurait ou peut-être
retardé dans votre carrière ou enfin, est-ce qu'il y aurait peut-être des côtés négatifs qu'on peut entrevoir et auxquels il faut penser quand même malgré tout? Je ne sais pas qui veut intervenir d'abord, qui veut allumer son micro. Nicolas, oui. Oui, il y a définitivement des avantages, j'oserais plutôt des défis. Je pense que euh, avoir un engagement social, c'est aussi être passionné par le goût d'aider les gens, passionné par son métier. Mais être passionné peut vouloir dire aussi de croire beaucoup à des objets, à des causes qui peuvent aussi, si elles ne se réalisent pas, conduire à des déceptions. Et je pense qu'il faut être conscient qu'on ne gagne pas tous les coups. Et je pense que c'est vrai à l'extérieur, c'est vrai quand on fait des implications à l'extérieur, mais c'est vrai également dans une grande organisation euh, comme la Ville de Montréal ou comme d'autres villes. Je pense qu'il faut être conscient que, en fait, nos propos ou nos intentions peuvent rentrer en collision avec d'autres. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de modestie aussi. Je pense qu'il faut, dans toutes nos relations, je pense que c'est fondamental à l'engagement social. Il faut apprendre à écouter, puis apprendre aussi à peser ses mots. Je pense que dans la conviction qu'on a de nos causes, il faut choisir les bons mots et des bons termes pour ne pas froisser qui que ce soit. Parce que sinon, ça peut nous exacerber, si on veut, les problèmes que ça peut avoir. Est-ce que ça nous cause des ennuis? Je pense que de progression, ou peut-être dans le cas de M. Pelland, de Jean, peut-être que ça fait en sorte qu'on perd des clients ou des choses comme ça, mais je pense que finalement, quand on y pense sur le temps long, je pense qu'on finit toujours par gagner par la suite de manière exponentielle des bénéfices. Donc, alors, je pense qu'il faut déception à court terme peut-être, mais progression à long terme, je pense que c'est quelque chose il faut le voir ça. On est quand même dans un milieu, puis on ne l'a pas nécessairement dit, aussi notre engagement social se fait souvent sur le temps long. C'est-à-dire que des graines que l'on sème à l'année 1 va peut-être avoir des suites à l'année 10 ou à l'année 20. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très sensible. Alors, Oui. voilà. Jean, vous avez été interpellé. Est-ce que vous avez perdu des clients à cause de votre engagement social? Ou est-ce qu'il y a d'autres désavantages ou... Non, pas particulièrement. Je dirais que je ne veux pas non plus exagérer mon engagement social. Je pense que la majorité des gens sont attentifs en fait à des préoccupations sociales, au caractère civique des projets. C'est beaucoup ce qu'on défend en fait à travers notre relation avec les clients. Je pense on les choisit ou on interagit avec des gens qui nous semblent ont les mêmes valeurs que nous. Moi, je dirais que le côté peut-être plus difficile, c'est la mesure de notre engagement. Souvent, on aimerait faire beaucoup. Puis on peut se laisser prendre aussi à avoir une vision très, très optimiste, mais la réalité nous rattrape. C'est un peu comme ce que Nicolas disait, les choses ne vont jamais aussi vite qu'on le souhaiterait. Les temps peuvent changer. Donc, j'ai l'impression que c'est plus ça, en fait, qui serait le côté négatif. Il faut avoir une patience et puis voir notre travail ou notre implication dans la durée plutôt que de se dire que ça va se régler et puis ça va être fait rapidement. Puis il y a des fois, il y a des moments où on ne saisit pas les occasions qu'on aurait dû saisir, mais au retour, il y a quelque chose d'autre qui va se présenter où on pourra faire mieux que la dernière fois. Ça demande une certaine patience, je pense. Et puis, dans mon cas, des fois, c'est plus compliqué. C'est très intéressant parce qu'on entend parler de vertus personnelles, de caractéristiques personnelles. On a parlé de militantisme, d'ambition d'abord, mais là, on parle de patience et d'humilité. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Alice, vous voulez rajouter quelque chose sur les coûts plutôt que les bénéfices de l'engagement social? Oui, puis d'abord, je vais aussi, moi aussi, j'appuie la question de la patience parce que souvent, quand on s'engage, on veut voir quelque chose tout de suite, mais ce qu'on voit tout de suite, c'est peut-être pas forcément non plus les impacts à long terme. Les impacts à long terme, ça prend du temps. Puis on le voit au Conseil jeunesse, là, on dépose des avis,
on pousse les recommandations auprès des élus. Des fois, ça ne rentre pas dans les priorités politiques. Des fois, il y a une nouvelle administration qui rentre. Puis souvent, ça prend peut-être 4-5 ans avant de voir les résultats des recommandations qu'on a écrites. Donc, ça prend une certaine patience, mais ça vaut le coup quand même. Moi, l'autre chose que j'aimerais mentionner, qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est le côté que ça demande beaucoup d'énergie parfois, ça peut demander beaucoup de temps et quand on a tendance à être impliqué et à vouloir avoir un impact, ça peut aller vite qu'on continue à s'impliquer, on peut accumuler des implications. Par exemple, là, dans mon poste à la présidence, ben, j'estime que ça me prend une 15aine d'heures par semaine, en plus de mon emploi. Et quand on est impliqué à ce niveau-là aussi, on est plus visible. Alors, les gens vont nous demander de nous impliquer ailleurs, de venir, de participer à un panel, etc. Et c'est très difficile de dire non parce qu'on aime ça quand même, rencontrer du monde et parler de notre implication et à quel point on fait du changement positif dans la société. Donc, je dirais que le côté négatif, c'est quand même, c'est faire attention à soi là-dedans et être capable de mettre ses limites, puis de mettre ses priorités, de décider, ben, je pense que je vais prendre ma soirée off aujourd'hui, puis je ne vais pas aller à un énième événement ou à un énième CA. Écoutez, ça me paraît très, très sage et ça nous amène justement à ma dernière question. J'espère qu'il y en aura aussi du public. En fait, c'est une question que j'ai vue apparaître pour une raison bizarre sur Teams au lieu de sur Zoom. Quelqu'un a posé une question. C'est quel conseil avez-vous reçu dans le cours au début de votre carrière ou quel conseil donneriez-vous vous-même maintenant à quelqu'un qui débute sa carrière au niveau de l'engagement social? Alors là, on vient de recevoir un conseil d'Alice, c'est ne faites pas tout. Soignez votre emploi du temps aussi, soyez réaliste. Est-ce qu'il y a d'autres conseils, je dirais, assez pratiques que vous pourriez donner aux gens qui nous écoutent? Alice, vous êtes à l'image, peut-être que vous voulez continuer directement. Et dans ce cas-là, je vais donner un conseil qui est contradictoire à ce que je viens juste de dire. Mais je vais dire, impliquez-vous. Et impliquez-vous, commencez par vous impliquer dans les associations étudiantes parce qu'évidemment, ça va apporter des bénéfices directs, concrets là, à vous-même puis à vos collègues. Impliquez-vous dans des associations ou des événements professionnels parce que, bon, vous allez apprendre beaucoup, mais ça va être aussi bon pour votre réseau puis votre visibilité. Puis, impliquez-vous dans des causes qui vous intéressent. Puis, ce n'est pas forcément directement lié à la profession. Par exemple, moi, quand je me suis impliquée dans une société d'histoire locale, c'est parce que ça m'intéressait d'étudier l'histoire du quartier puis de la diffuser. Et au final, on ne sait jamais où ça peut nous mener et de manière curieuse, ça peut quand même arriver à se tisser. Et c'est ça, moi, quand j'ai commencé à m'impliquer à Mémoire du Maylen, jamais j'aurais pensé prendre part à un grand projet d'urbanisme tactique où on allait piétoniser un viaduc pendant une semaine, faire de la participation citoyenne dessus. Donc, impliquez-vous dans quelque chose qui vous tente, puis vous allez voir, ça va vous mener quelque part. Merci. Jean, des conseils? Je vous mets un peu... Je reviens, en fait, je boucle la boucle de la discussion. Je pense que c'est le conseil, le meilleur conseil, c'est celui de démarrer sa carrière avec une certaine écoute. Si on est très, très concentré sur, disons, notre vision, la vision que l'on se fait de nous-mêmes dans la profession, je pense qu'on commence déjà avec bon, c'est pas un désavantage, mais c'est peut-être une façon de mener une carrière qui va être moins ouverte, peut-être moins riche même. Donc, au départ, dans la carrière, je pense qu'il faut savoir écouter, ce qui n'est pas toujours enseigné, je dirais. L'enseignement se fait beaucoup dans le fait de se projeter. Moi, j'ai l'impression que cette idée-là de l'écoute devient probablement le meilleur conseil que je peux donner si j'avais à me conseiller moi-même quand j'ai démarré ma carrière. Je me dirais de bien écouter et puis de trouver, en fait, dans cette écoute-là, les occasions qui existent de s'impliquer, de changer la ville, de faire mieux, finalement. D'avoir des antennes ouvertes. Oui, très ouvertes. Et puis de penser que en fait, si on aborde la profession comme
en fait, une ambition personnelle, en fait, qui devient plus le volet égo, l'ego qui parle, je pense que c'est la mauvaise façon de l'attaquer. Alors, Ok. c'est le conseil que je donnerais. Merci, merci. Nicolas? Moi, c'est drôle en vous écoutant, j'avais peut-être comme une idée qui est en tête. Est-ce que finalement, notre engagement social se planifie un peu comme se planifie notre carrière professionnelle? Quand on rentre en urbanisme, en architecture de paysage, on se dit ben, dans 10 ans, dans 15 ans, j'aimerais ça faire telle chose. Est-ce que finalement, notre engagement social ne devrait pas être finalement progressif? Moi, j'ai été par le passé, je ne l'ai pas dit, là, mais bon, animateur scout. Mon Dieu, il y a 25 ans, ça va trahir mon âge, là. J'ai travaillé pour des groupes aussi, des conseils d'administration de différentes organisations dans le milieu environnementaux, puis à la garderie également. Ça paraît bénin, mais finalement, c'est comme si à chaque fois, on apprend aussi de cet engagement social-là et ça finit par culminer vers des engagements peut-être plus significatifs. Peut-être qu'Alice a coupé un peu cette progression-là, là, elle a sauté des étapes. Il y a des gens qui sont probablement beaucoup plus, qui ont probablement beaucoup plus de qualité ou de capacité de le faire plus rapidement. Mais je pense que c'est quelque chose comme ça aussi qui se fait. Et je pense qu'il faut. Moi, j'ai toujours vu aussi ça paraît un peu contradictoire avec ce que je dis aussi, c'est ma vie professionnelle et l'implication en dehors comme étant deux mondes. C'est-à-dire qu'il y a la vie professionnelle, mais il faut aller faire d'autres choses à côté. Il faut peut-être s'impliquer également. Faire de l'engagement social, même si dans mon cas, je ne suis pas l'exemple à suivre puisque je l'ai fait plutôt à travers mon emploi. Je pense que c'est quelque chose comme ça, quelque chose de progressif aussi, de voir comment on est capable de marquer le point sur des petites interventions, même à l'intérieur de nos grandes organisations, d'organisations publiques ou encore de notre entreprise. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le faire. Okay, merci. Est-ce que je Merci pourrais beaucoup. rebondir, M. Fischler? Voilà, c'est ça, j'allais inviter justement, Lindsay ou d'autres personnes à intervenir et à nous parler des questions peut-être que vous avez reçues. Est-ce que je pourrais juste rebondir sur Oui. le point de Nicolas? Oui, pardon, Parce allez-y. que tantôt, Nicolas, tu disais, est-ce que ça se planifie et c'est quoi l'intrication entre la carrière et les implications? Et moi, ça a vraiment été ça. Quand j'ai fini ma maîtrise, c'était en 2015. C'était juste après la commission Charbonneau. Il n'y avait plus tant d'emplois en urbanisme à ce moment-là. Et c'est vraiment mon implication qui m'a ouvert des portes. Parce que comme j'étais impliquée dans le quartier, ça faisait en sorte que j'avais une bonne compréhension des dynamiques de quartier, des instances de concertation dans le quartier. C'est ça qui m'a donné mon premier emploi après la maîtrise. Parce que c'est ça qui a été remarqué, en fait, comme valeur, comme engagement, puis comme capacité d'écoute du quartier. Et c'est ça qui m'a amené tranquillement. Donc, ensuite, j'ai eu un emploi comme coordonnatrice d'une RUI, Revitalisation urbaine intégrée, et ensuite à bâtir son quartier. Et je pense que c'est vraiment mes implications qui ont fait en sorte que j'ai eu les emplois que j'ai eus. Et par exemple, pour bâtir son quartier, là, quand j'ai passé l'entrevue il y a quasiment 2 ans, j'ai mentionné que je venais de commencer à m'impliquer comme présidente du conseil jeunesse et que ça allait me demander beaucoup de temps. Et j'ai demandé si ils étaient intéressés à me donner un temps partiel au lieu du temps plein qui était affiché. Et ils ont accepté. Parce qu'ils voyaient l'intérêt d'avoir une employée impliquée, qui a des valeurs qui leur correspondent. Et ça a été un plus pour eux. Alors que, bon, j'avais pas spécialement les compétences techniques là, pour la job. Et c'est cette implication qui a marqué des points pour moi. Donc, impliquez-vous, ça va être bon pour votre carrière. Ben, c'est une belle formule. Moi, j'ai peut-être un autre conseil aussi, M. Fischler, si vous me permettez. Quelque chose de très simple. Participer aux assemblées des conseils municipal, conseil d'arrondissement. C'est fou à quel point est-ce que dans votre communauté, dans ces rencontres-là, oui, c'est d'instances municipales, mais à quel point est-ce que à peu près toutes les valeurs ou toutes les questions, à la fois de conception ou des besoins citoyens sont exprimés par toute une série de projets. Ça peut être des projets de logement social, des projets de construction, vous avez de la qualité architecturale, vous avez des projets qui sont pour des besoins très spécifiques, des subventions qui sont données pour des organismes. C'est comme si un microcosme de la vie sociale rassemblé dans une seule et même séance de quelques heures. Ça dépend des conseils d'arrondissement. Il y en a qui sont plus prolifiques ou plus combatifs que d'autres.
pour ne pas faire de chemin sur quoi que ce soit. Mais donc, c'est aussi une façon, je pense, de s'impliquer. Vous allez voir finalement qu'il y a peut-être des choses qui vous agacent ou qui vous, au contraire, qui vous fait réagir positivement. Et je pense que c'est une très belle façon aussi de commencer, de façon toute simple. En plus, en même temps, ces temps-ci, c'est en virtuel. Donc, c'est assez simple de faire. Prendre une soirée, Alice le disait tout à l'heure, des fois, c'est un 3-4 heures qui est par mois qui est investi dans la connaissance de sa communauté. Merci beaucoup. Alors, je vais inviter Lindsay à nous dire s'il y a des questions, parce qu'il ne nous reste pas tellement de temps en fin de compte. Il ne reste pas beaucoup de quand même temps, qu'on ouvre ça au public et qu'ils puissent participer aussi. Tout à fait, puis on a reçu quelques questions donc du public. La première qu'on a reçue, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, donc nous sommes nombreux à vouloir contribuer à l'amélioration de la société, mais nous hésitons quant à la façon de nous y prendre. On hésite pour ce qui est de donner de l'argent, donner du temps, créer une association. Par où commencer, par où le prendre? Quelqu'un veut... Je pense qu'on a entendu que le donner du temps, c'était assez essentiel. Hein? On a parlé d'écoute, on a parlé de... Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus? Je peux commencer? Oui. C'est sûr que si on peut donner de l'argent, c'est toujours apprécié. Là, je pense qu'il y a beaucoup d'organismes qui en ont besoin. Donner du temps, je pense que oui, c'est encore mieux. Par où commencer? Ben, ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez un engagement ponctuel? Aller, mettons, participer à une corvée, distribuer des repas, ou est-ce que vous voulez un engagement plus soutenu? Est-ce qu'on veut que ce soit physique, concret, en contact avec les gens? Est-ce qu'on veut que ce soit plus sur le conseil d'administration? C'est à vous de voir c'est quoi la forme que vous voulez que ça prenne et dans quel domaine. Est-ce qu'on veut que ce soit lié à notre domaine professionnel? Est-ce qu'on veut que ce soit différent? Puis, je vous invite à regarder le bottin là, des organismes communautaires. Je dirais, je ne les connais pas tous, mais sûrement que 95% des organismes communautaires acceptent, voire demandent des bénévoles. Donc, je vous invite à faire un petit tour là, sur le 211, qui est le portail des organismes communautaires, puis vous pouvez filtrer par sujet et aller démarcher les organismes communautaires qui vous interpellent pour voir si vous pouvez vous impliquer là-bas. Mais c'est une belle idée, très pratique. Mais je veux revenir aussi très rapidement sur la question, choisissez si vous voulez que ce soit dans votre champ professionnel ou pas. En fait, en effet, on peut très bien choisir d'aller s'impliquer dans son ordre professionnel ou dans une association professionnelle. On peut très bien choisir de dire, en fait, quand je ne travaille pas, je veux vraiment me distraire de ce que je fais et aller faire quelque chose de tout à fait différent. Et ça peut avoir une valeur aussi. Nicolas, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, j'ai donné un exemple et tout ça avec le conseil d'arrondissement, mais je pense aussi qu'il y a quelque chose, un jet encore là, tout simple. Apprenez à connaître votre communauté. Je veux dire, sortez dehors, allez au parc, allez acheter dans le commerce où vous n'êtes jamais allé. Pourquoi? Parce que finalement, c'est essentiel. On parlait d'écoute tout à l'heure, on parlait d'écoute des besoins des gens. Ça sous-entend de connaître les gens, de connaître dans toute la richesse et les difficultés aussi que certains peuvent faire. Moi, j'aime bien marcher la ville pour connaître justement tout ce que toute la beauté à la fois humaine et architecturale, paysagère qu'on retrouve dans la ville. Et je pense que cette connaissance fine du territoire propre à nos disciplines devrait aussi venir en même temps avec une connaissance des gens qui la font, cette ville-là. Et il n'y a rien de mieux que d'aller au parc pour voir les enfants jouer, que de voir un peu, oui, peut-être des itinérants et tout ça. On ne vous demande pas d'intervenir, mais de connaître cette communauté-là, je pense que c'est fondamental pour pouvoir éventuellement agir, je veux dire, sur cette communauté-là. OK, merci. Jean, on parlait de dons de temps et dons d'argent. Est-ce que vous voulez commenter? Je ne veux pas vous... Je pense que les deux, ça va de pair, en fait. Si notre implication n'est que financière, je n'ai pas l'impression que ça... Parce que le don de temps est beaucoup plus complexe et engageant que le don d'argent. Alors, pour moi, je pense que les deux vont de pair. Puis c'est drôle parce que je rebondirais sur ce que Nicolas... moi, je trouve que marcher nous donne souvent nos réponses.
marcher la ville personnellement, en fait. Quand j'ai besoin de réfléchir à ce que je dois faire dans la vie, je marche. Et c'est comme ça que j'arrive à sentir les choses. Et puis, en l'attaquant sur le plan personnel, je pense que c'est toujours la meilleure façon. C'est ce qui nous touche, en fait. On s'engage par rapport à ce qui nous touche. Puis que ce soit du temps. Du temps, c'est exigeant, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus demandant, en fait, que l'argent. Puis je pense que quand on réussit aussi professionnellement, il faut garder en tête que, selon moi, on a un devoir en termes financiers aussi, d'aider sa communauté. Ouais. J'espère que je ne vous gêne pas en disant aux gens qui nous écoutent que vous avez été un philanthrope très généreux à la faculté de l'aménagement aussi. Donc, en plus de votre engagement social dans votre profession, le côté philanthropie, c'est un côté que vous connaissez, que vous pratiquez aussi. Merci beaucoup. Mais je pense, j'allais juste rajouter, je pense que la philanthropie, c'est aussi, ça va devenir en fait une nécessité sur le plan d'un changement culturel, même pour la société québécoise qui est peut-être pas dans ses habitudes, mais je rajouterais là-dessus par rapport à la nécessité en fait aussi d'atteindre cet aspect-là. Merci. Lindsay, avons-nous d'autres questions? Oui, j'ai une question ici de Kalina Olari qui dit « En tant qu'architecte designer, il arrive que de nous trouver dans des projets étant dirigés par des promoteurs incités souvent plus par les résultats lucratifs. Quelle est votre opinion et approche à éduquer ou informer un client face aux côtés sociaux, environnementaux d'un projet qui peut avoir un impact donc sur la société? » J'ai Je sens que l'impression la question a dirigé. Oui. Ben, vas-y. Ben, en fait, Jean, je pense que tu seras plus à même, mais moi, je pense que c'est de moins en moins vrai. Je pense que c'est peut-être un peu compliqué, notre engagement social aussi, parce que justement, de plus en plus, les promoteurs, les élus, les citoyens sont de plus en plus préoccupés par toutes ces considérations-là qui les intègrent souvent dans les projets. Je comprends que ce n'est peut-être pas nécessairement toujours le cas, mais je pense que moi, j'ai travaillé avec beaucoup de promoteurs. Ben, j'ai travaillé, c'est une façon de parler, là, plusieurs promoteurs on vient avec la liste un peu de principes ou de préoccupations, logement social, environnemental, à intégrer dans leur projet. Et ils le font sans nécessairement être problématique. La pire affaire pour un promoteur quand il mène un projet, c'est un projet qui est contesté. Or, les citoyens ont quand même un certain pouvoir d'une certaine manière parce que si un projet n'est pas assez inclusif par la typologie de logement, les clientèles qui sont visées, les dimensions architecturales, le projet risque d'être problématique, soulever des questions et d'être retardé. Et là, il y a un coût financier. Il y a un coût financier. Alors, il y a quand même ça aussi. Et ne l'oubliez pas, vous pouvez jouer encore là un rôle, ne serait-ce que d'appeler le promoteur en disant « Hey, avez-vous pensé à tel élément? » Vous avez aussi un rôle à jouer à suivre ces projets-là. Là, je vais m'arrêter là parce que Jean a probablement beaucoup plus suivi ce genre de considérations-là dans sa vie professionnelle. Ben, je dirais pour nous, c'est une question de mon associé Martin Leblanc et moi, on est beaucoup dans l'éducation. On fait même depuis 10 ans maintenant. En fait, avant même notre bureau actuel, on avait un premier bureau là, qu'on a fondé 10 ans avant. Donc, ça fait 20 ans qu'on est dans le milieu. Et puis, l'approche que l'on a eue, c'est avec Sidley à travers l'événement C2, on a toujours fait des espèces de tables rondes avec des promoteurs privés pour essayer de leur poser des questions, les faire réfléchir à tout ce qui est le contact en fait de leur projet par rapport à l'univers social qui est autour de ces projets-là. Et puis, ça fonctionne, en fait. Je pense que personne arrive avec des intentions, très peu de personnes arrivent avec des intentions complètement financières. Il y a toujours une certaine part de choses qu'on peut faire. Et puis, c'est à l'usure, finalement, peut-être même des fois, qu'on arrive à convaincre les gens. Moi, j'appelle ça, c'est de la résistance passive aussi pour les professionnels. On doit essayer de maintenir les idées avec les clients. Puis peut-être qu'un premier projet n'aura pas été aussi intéressant sur cet aspect-là, mais le suivant va l'être. Et puis, de toute façon, ce que je vois autour de moi, c'est une réelle prise de conscience par rapport aux développeurs privés de ce qu'ils vont de laisser, en fait, dans le territoire. Donc, il y a une sensibilité accrue, je dirais. Peut-être, c'est moins difficile peut-être qu'à une certaine époque.
Donc, il y a des raisons d'être optimiste malgré Oui, tout. je pense que Malgré le pouvoir de l'argent, si on peut dire, il y a des raisons d'être optimiste oui. que les choses évoluent comme. Alice, vous voulez rajouter quelque chose? Mais je pense que la personne qui a posé la question, elle avait aussi sa réponse, là. Oui, oui, c'est bien là, d'essayer il faut le faire, essayer de convaincre les promoteurs, puis particulièrement si c'est votre employeur. Il y a un certain doigté si on veut que le message passe. Ce qu'on veut, c'est quand même amener les gens du bon bord, entre guillemets. Euh, Puis je pense que comme disait Jean, là, on s'en va aussi de plus en plus vers ça et il y a aussi des arguments réglementaires ou financiers, des incitatifs là, qui peuvent convaincre parfois des promoteurs dans les négociations avec la ville, avec les arrondissements. Ça aide quand même quand on a un volet social, quand on est ouvert à discuter, à négocier. Il ne faut pas le cacher. Donc, si c'est ça qui peut aider, c'est ça qu'on va utiliser. Merci beaucoup. Lindsay, Oui, encore une autre question. une autre question. Donc, je pense que ça va revenir un peu avec l'expérience même d'Alice, qui parlait donc de sa carrière et que son engagement social l'a aidé à développer sa carrière. Beaucoup de personnes voient ça en opposition un peu l'engagement social et une carrière, on peut dire, entre guillemets, prolifique. Si vous voulez commenter un peu, je sais, bon, Alice a déjà eu l'occasion de commenter, mais cette opposition-là qu'on ne voit plus vraiment, pouvez-vous le commenter? Ben, peut-être pour reformuler un petit peu, c'est que il y a peut-être de moins en moins d'opposition entre l'engagement social et la carrière professionnelle. Il y a pas mal de complémentarité, mais est-ce que vous voulez rajouter des éléments là-dessus? Ben, je le disais tout à l'heure, quand je parlais d'un peu de planifier sa carrière d'engagement social. Je veux dire, si on pense peut-être dans 10 ans, 15 ans ou dans 20 ans jouer un rôle peut-être plus important, ben peut-être que ça commence par le cumul de peut-être de plusieurs interventions au cours de sa carrière, en marge de sa carrière professionnelle. Euh, donc, peut-être que c'est à démarrer très tôt. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition non plus. Mais c'est pas non plus il faut le faire aussi pour le plaisir. Je pense qu'on en revient à ça. Et Alice l'a bien martelé, puis moi, j'y reviens également. Il faut que cet engagement social-là vienne un peu naturellement parce que sinon, on voit ça comme étant une case à cocher dans notre parcours. Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir comme étant quelque chose qui nous apporte du simple bénéfice parce qu'on a l'impression d'aider des gens à mieux se sentir, à mieux vivre dans leur logement, dans leur milieu, dans leur ville, à redonner une certaine confiance. Donc, il faut le voir aussi comme ça. Je pense que c'est plutôt... ouais. Oui, merci. Jean ou Alice, vous voulez rajouter quelque chose? Je dirais, j'ajouterais seulement, c'est admirable de le faire tout début de sa carrière, mais il n'y a pas de mal non plus à évoluer vers cette dimension-là. Je pense que les gens le font comme ils le pensent. Si la carrière prolifique est très importante, ben, il peut y avoir un temps pour ça, puis il y a un temps pour chaque chose. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de contradiction à se dire, ben, je vais passer du temps sur ma carrière, puis ensuite, quand j'aurai un certain envol, ben, je pourrai m'impliquer, ou l'inverse aussi. Là. Je trouve qu'il n'y a pas de façon précise de faire. C'est un choix Non, très personnel. on peut voir les deux cas de figure, en effet, des gens qui disent ben, j'accumule un certain pouvoir professionnel et puis je l'utilise pour donner, ou d'autres personnes, et c'est peut-être un peu plus ce que Alice nous a présenté, c'est que l'engagement social a été un tremplin dans sa carrière. Alice, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, absolument. Pour moi, les deux ont toujours été liés et je pense ils vont continuer à l'être. Après, j'aime bien ce que j'en dis de dire, il y a des moments où on peut conjuguer les deux, il y a des moments où on peut plus favoriser l'un, favoriser l'autre, et c'est tout à fait sain. Euh, Moi, en effet, là, par exemple, j'ai beaucoup donné sur les deux plans. Je pense que je suis arrivée peut-être à une certaine fatigue d'implication, puis je vais peut-être prendre ça relax pour l'année prochaine, plus me concentrer au travail aussi parce qu'il y a vraiment des beaux projets qui sont en train d'aboutir. Puis,
relancer de manière un peu plus active par la suite. Puis, pour compléter aussi, je pense que c'est tout à fait faisable d'un point de vue logistique, temps, énergie, de faire les deux. Soyez à l'écoute de vos propres besoins, de votre énergie, de votre temps. Et en général, la plupart des employeurs comprennent et sont flexibles. Si vous dites que vous devez partir un petit peu plus tôt ou arriver un petit peu plus tard parce que vous avez un CA ou un engagement, en général, c'est quand même bien accepté parce que ça se justifie. Et puis, je pense que vous avez raison dans ce que vous disiez avant aussi, c'est que pour un employeur, un employé engagé, c'est quand même quelqu'un qui apporte une certaine plus-value aussi. D'abord, s'il y a une résonance entre vos valeurs et les siennes, c'est très important. Et puis, c'est des réseaux que vous apportez, etc. Donc, mais ça nous ramène à une question qu'on a vue dans d'autres événements avec les diplômés, c'est le choix de son employeur, hein. Je pense que Nicolas, il disait aussi au départ, on choisit sa carrière, on choisit son employeur pour pouvoir réaliser certaines valeurs aussi, et ne pas nécessairement couper ce côté personnel de son côté professionnel. Ouais. Si je peux me permettre de renchérir Oui, là-dessus, moi j'ai commencé quand même dans des organismes à but non lucratif à Québec. J'ai travaillé pour Vivre en Ville pendant 3 ans. J'ai été le premier employé à temps plein. Et puis après ça, j'ai eu une opportunité extraordinaire de travailler pour la Ville de Montréal. Donc, je pense que c'est un élément très important. Puis peut-être que cet engagement social-là ne se fait pas non plus qu'à Montréal. Je pense qu'il faut aussi, on disait à une certaine époque, go west young man, mais dans le fond, je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt d'avoir aussi le culot d'aller en dehors de la ville de Montréal, dans des secteurs en périphérie où finalement l'engagement social, la petite communauté est peut-être plus proche et plus serrée dans laquelle vous pouvez vous engager plus facilement. Moi, je voulais juste peut-être dire un dernier petit point également, l'engagement social. On n'en a pas nécessairement parlé, mais je pense que quand je préparais la rencontre, je me suis aperçu que dans les 20 dernières années, depuis que je suis rendu à Montréal, j'ai passé quand même la moitié de mon temps sur les bancs de l'école, même si ce n'est pas une forme d'engagement social, mais je pense que c'est quelque chose que vous pourriez peut-être envisager aussi, même si vous êtes jeune diplômé, le retour sur les bancs d'université pour faire soit une maîtrise ou dans mon cas, c'est un doctorat aussi, pour un peu poursuivre c'est une forme d'engagement social parce que cette connaissance scientifique-là qu'on va ensuite de ça appliquer sur des thèmes particuliers qui sont encore là des propres besoins, c'est quelque chose ici que vous pouvez envisager qui n'est pas à écarter. Dans mon cas, là, c'est marqué urbanisme 2005, mais j'espère peut-être pouvoir marquer urbanisme 2021 parce que ça sera la date de clôture de mon doctorat, mais c'est quand même aussi extrêmement valorisant comme intervention parce qu'on travaille aussi sur un autre aspect de l'engagement social qui est peut-être plus scientifique, mais qui est aussi qui n'est pas à négliger non plus et qui peut expliquer aussi qu'on soit moins investi dans des causes peut-être en dehors de dans le milieu social proprement dit, comme c'est le cas avec Alice, là. et c'est vrai, et je dois dire que pour moi, c'est un volet important, en effet, c'est de pouvoir diffuser des connaissances aussi. Je sais que je suis là comme animateur, comme modérateur, mais je peux le dire que pour moi, une forme d'engagement social, c'est quand même de pouvoir écrire dans les journaux, donner des entrevues et dire que dans ma position privilégiée d'universitaire, j'ai quand même peut-être certaines connaissances à partager ou certaines opinions à partager aussi. Et elles doivent être basées en effet sur de la recherche, sur une expérience, sur un doctorat ou des choses comme ça. Et vous l'avez très bien fait d'ailleurs, M. Doyen, la semaine dernière pour nous rappeler à l'ordre. Non, mais je renchéris aussi sur un investissement parce que nos jeunes doctorants, nos jeunes diplômés, on peut avoir ça en tête aussi, écrire des lettres d'opinion, écrire dans les journaux, pointer faire des pétitions, des choses comme ça. C'était aussi une forme d'engagement social qui est en apparence très simple aussi, des flyers, excusez-moi, des dépliants qu'on passe dans une communauté pour s'opposer, au contraire, appuyer un projet. C'est aussi une forme d'engagement qui est moins proche de la personne, mais qui est aussi une forme d'engagement. OK. Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus? Jean ou Alice? Ça revient un petit peu le côté militantisme dont Nicolas parlait au début, mais l'engagement social ne doit pas prendre cette forme nécessairement, c'est évident. Lindsay, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que peut-être que Oui. sinon, oui, allez-y, bien Oui, sûr, on a tant une mieux. question toujours. Oui, Donc, on a Ahmad ici qui demande, en fait, il demande à savoir si les panélistes, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, c'est l'engagement social, c'est donner
autant que recevoir. Et il précise ici que c'est en termes de même de compétences, donc de compétences professionnelles ou interpersonnelles. Donc, c'est donner autant que recevoir. Êtes-vous d'accord? Oui, je pense que oui, je le disais tout à l'heure, notre position de modeste aussi nous incite peut-être à faire valoir un certain nombre de points de vue, de pousser des projets, mais on apprend beaucoup aussi du retour qui est donné par les citoyennes et les citoyens, par des gens qu'on côtoie. Je pense que c'était le cas d'Alice tout à l'heure, là, qui parlait du plaisir qu'elle avait aussi. Alors, je pense que ça vient avec. Donc, on donne du temps, on donne des idées, mais aussi on en reçoit autant qui nous aident dans notre carrière ou dans la façon de poser ou de régler des problèmes. Donc, je pense que c'est tout à fait le cas. Moi, c'est comme ça que je comprends votre question. C'est comme ça que je vois aussi la réponse qu'on peut y donner. Alice et Jean? Absolument d'accord. Puis tantôt, je mentionnais là, que quand j'ai commencé à m'impliquer, c'était pas au niveau des emplois, là, c'était pas la grande folie. Et justement, les implications, ça a été une bonne manière d'avoir du plaisir un peu paraprofessionnel, d'avoir des projets qui étaient stimulants en lien avec les études qu'on a faites à la faculté d'aménagement. Et j'ai beaucoup appris là, autant en termes de gestion de réunions, de comités, de budget, mais aussi on parlait d'être à l'écoute, d'être sur le terrain, de rencontrer des gens. Quand on fait des visites guidées dans le quartier pour parler de l'histoire, bien, on recueille aussi un petit peu du vécu de chaque personne, on comprend mieux le vécu de la personne, mais aussi le vécu du quartier. Et je pense que et ça, on va le garder tout au long de notre carrière et de notre vie. Pareil au Conseil jeunesse, ce qu'on apprend, c'est aussi, par exemple, une posture d'influence, d'être critique par rapport aux décisions administratives ou politiques, de proposer quelque chose, parce que souvent c'est facile de critiquer, mais proposer, ça fait partie de la solution. Puis aussi comprendre comment ça fonctionne, la structure municipale, administrative, politique. Puis j'en profite pour faire un petit coup de pub. En ce moment, les 3 conseils consultatifs sont en recrutement. Donc, le Conseil jeunesse, le Conseil des Montréalaises et le Conseil interculturel recrutent leurs futurs membres. Donc, je vous invite à aller regarder ça pour vous impliquer. Vous avez raison de nous le dire. Merci. Jean, voulez-vous ajouter un mot de la fin de votre côté? Moi, je dirais juste sur le plan personnel et professionnel, toute ma carrière ou ma vie est basée sur la curiosité. Donc, la curiosité, pour moi, c'est un peu une forme de réponse à la question, l'affirmation qui est faite. Si on est curieux, la curiosité nécessite une certaine forme d'échange. Donc, on va donner, on va recevoir et de rester dans cette posture mentale-là, d'être très curieux. Je trouve que ça nous ouvre les portes justement à un engagement qui est complet. Le retour sur l'investissement en général est assez impressionnant parce qu'on rencontre des gens, effectivement, puis il y a une certaine forme de connaissance aussi qu'on va acquérir de cette façon-là. Oui, non, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Des relations, de nouveaux amis, des connaissances, et moi je dirais aussi même du développement émotionnel. Je veux dire, psychologiquement, je pense qu'on peut se développer aussi. On est mis face à de nouveaux défis, on est mis dans de nouvelles situations. Et donc, je vous entends parler en fait de l'engagement social comme une source d'enrichissement personnel très important dans vos vies et dans vos carrières. Écoutez, on arrive au terme de cette discussion. Il est déjà presque 9h45, qui était l'heure à laquelle on voulait terminer. On est désolé de devoir interrompre cette conversation, mais je pense que c'était un très bel échange. Je veux remercier de nouveau Jean, Nicolas et Alice très sincèrement de s'être engagés socialement avec le réseau des diplômés et des donateurs, de nous avoir donné leur temps, leur connaissance et leur sagesse. Alors, un grand merci à vous pour votre générosité envers nous et envers les gens qui étaient présents. Merci beaucoup au réseau, à l'INSEE, tous les membres du réseau qui nous ont aidés, qui ont préparé cette rencontre. Merci à vous tous et toutes qui étiez là, qui avez posé des questions, qui nous avez écoutés.
On aimerait beaucoup avoir votre opinion sur cet événement. Donc, on vous envoie dans la section clavardage, la section chat, un lien pour un petit sondage pour avoir votre opinion de ce déjeuner causerie, et puis avoir vos idées pour ce qu'on pourrait faire qui pourrait vous intéresser dans l'avenir. On est là pour essayer de tisser des liens avec vous et vous rendre service. Alors, merci d'avance de répondre à notre petit sondage. Donc, merci à tous et à toutes. 9h45, on va se quitter. Je vous souhaite une bonne journée encore, une bonne fin de semaine, et puis je vous souhaite surtout à tous et à toutes de rester en bonne santé pendant que cette pandémie dure et dure, mais j'espère qu'on verra le bout du tunnel bientôt. Alors, à bientôt tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.